Salut tout le monde, bienvenue dans le deuxième épisode du podcast Les leviers de la liberté. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Sonia. Comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va, c'est très bien. Aujourd'hui, on va explorer l'immoprenariat avec Sonia. Sonia, comment t'es tombée dans le bain de l'immobilier? Comment je suis tombée dans le bain de l'immobilier, c'est une très bonne question. Un peu comme tout investisseur. C'est-à-dire qu'en fait, c'était au fond de moi, c'était comme ça, c'était une idée. Quoique plus jeune, quand j'étais plus jeune, l'immobilier pour moi c'était quelque chose, c'était chiant, c'était pour les vieux, enfin c'était pas intéressant. Dès que j'ai commencé à travailler, dès que j'ai terminé mes études, là tout de suite, je sais pas, il y a quelque chose mon intuition, qui m'a fait me dire, ok, il y a quelque chose à faire dans l'immobilier. Ok, de la famille, dans l'immobilier, des amis, t'as eu des modèles un peu qui t'ont montré la voie ou... J'ai eu des modèles en fait, après c'est tout bête, hein, mais c'est juste mes parents qui avaient acheté une maison tard en fait, dans leur vie. Mon père était déjà à la retraite, ils avaient acheté une maison, puis ils l'ont revendue, ils l'ont retapée, ils ont fait des travaux, ils ont fait des extensions, et puis ils l'ont revendue, peut-être 5-6 ans plus tard, avec une très belle plus-value, et puis ce qui leur a permis de rembourser leur crédit, rembourser leurs dettes, et acheter un appartement cash, et vivre une retraite tranquillement, quoi. Et c'est tout bête, mais juste de voir ça, c'était puissant parce que ils n'avaient pas forcément les moyens dans leur vie, et puis grâce à l'immobilier, ils ont réussi à avoir une retraite digne. Et ce qui fait qu'ensuite, ils ont pu vivre dignement dans la retraite, là où beaucoup de personnes sont dans la difficulté. Et donc, t'as vu un peu plus jeune les travaux, t'as mis un peu la main à la pâte. Enfin, c'est quelque chose jeune. On t'a montré un peu qu'avec nos mains, on pouvait rénover des choses et construire, ou ça, c'est quelque chose que... Alors moi, j'ai pas mis les mains à la pâte, mais oui, j'ai vu mon père, puis en plus, il était dans le bâtiment déjà de base, donc c'est lui qui a fait tous les travaux. Et comment, à ce moment-là, t'as vu ce que c'était que l'effet de levier de l'immobilier? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vision du monde, le fait de savoir que on pouvait emprunter, faire levier au niveau des banques, investir dans un bien, le rénover et faire des grosses plus-values en quelques années? Qu'est-ce que ça a changé dans ta tête? Est-ce que ça n'a pas été la naissance d'un déclic? Est-ce que ça n'a pas créé l'envie finalement de voir cette opération? J'ai découvert l'effet de levier dans le cadre de mon activité professionnelle. C'est-à-dire qu'avant, j'étais avocate en droit des affaires, en financement. Donc mon métier consistait à rédiger des contrats de crédit de plusieurs millions d'euros pour des emprunteurs, des entreprises qui ont besoin d'argent pour financer un actif ou financer leurs besoins de trésorerie, etc. Et je me souviens, donc ça c'était au début des années 2010, où je rédigeais un contrat en fait pour deux personnes qui achetaient des bureaux en région parisienne pour les mettre en location. Et puis je regardais le montage, je regardais les rapports fiscaux, tous les rapports financiers de l'opération. Et là je m'étais dit, mais en fait c'est génial l'effet de levier. Mon métier en fait c'est quand j'ai commencé mon activité d'avocat en financement que j'ai commencé du coup à découvrir le principe du financement, que là j'ai découvert le principe de l'effet de levier. D'accord, j'avais pas vraiment compris sur tes réseaux du coup, quand tu étais avocat, tu travaillais dans des sujets liés à l'immobilier. Donc j'étais avocate en financement. C'est une activité de niche. L'activité consiste à rédiger des contrats de crédit de plusieurs millions d'euros pour des entreprises qui ont besoin de fonds, soit pour financer leurs besoins en fonds de trésorerie, soit pour acheter des actifs, type une autre entreprise, des bureaux ou parfois même des logements, mais c'est plus rare. C'est vraiment une activité de niche parce que c'est des montants qui sont énormes, qui sont entre 30 millions d'euros ça monte jusqu'à 1 milliard, 2 milliards pour les très grosses sociétés. Les montants sont tellement élevés que c'est pas une banque qui finance dans cette sphère-là. Une entreprise a besoin, on va dire par exemple, de 500 millions d'euros pour acheter un parc d'activités, n'importe quoi, par exemple dans le nord de la France. Elle va aller voir un banquier pour lui dire qu'elle a besoin de 500 ou 900 millions. Et là, le banquier va faire un tour de table et va rechercher d'autres banques qui vont vouloir participer au financement. D'accord, ils vont pas le faire. Ils vont pas le faire tout seul. Les montants sont trop élevés. Du coup, ce métier d'avocat, tu l'as pratiqué pendant combien de temps? Pendant 10 ans. Et du coup, durant toute cette période, je suppose que c'est là que tu as commencé à investir dans l'immobilier. À quel moment, au bout de combien de temps? Dis-nous quand tu as commencé. J'ai eu un parcours long. J'ai commencé à travailler à 27 ans, après 8 ans ou je crois 9 ans d'études. Et dès que j'ai commencé à travailler, tout de suite, j'ai eu envie d'acheter une résidence principale. Voilà, comme tout le monde, tu travailles, t'achètes. Donc, j'ai tout de suite eu envie d'acheter ma résidence principale. Sauf que comme tout investisseur débutant ou toute personne débutante qui commence, je savais pas comment faire, etc. Donc, j'ai mis 1 an et demi avant de faire mon premier achat. Je cherchais à Paris. C'est dans ces 18 mois de recherche que du coup, je me suis rendu compte que si je voulais avoir un bien à peu près dans mon budget, j'étais obligée d'acheter quelque chose avec travaux. Et j'avais déjà le réflexe investisseur à l'époque parce que je savais déjà que je voulais faire une bonne affaire. Tout ce que je visitais, je me voyais pas mettre le prix normal. Enfin, je trouvais ça pas normal de mettre un prix du marché sur un achat immobilier. Bref, donc j'ai fait mon premier achat, j'ai fait des travaux, la galère de l'investisseur, l'entreprise de travaux qui part, tout ça. J'ai connu. L'entreprise de travaux qui part, qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, mais en fait, en gros, ils ont commencé les travaux et puis ensuite, au bout de 2 mois ou 3 mois, ils ont commencé à demander un acompte. Et moi, je travaillais beaucoup à cette époque. J'étais avocat d'affaires, donc je travaillais beaucoup, donc je suivais pas forcément de très près. Et juste, je leur avais dit, mais pourquoi vous avez besoin d'un nouvel acompte? Vous venez de commencer il y a 2 mois. Pourquoi en fait? L'artisan m'avait pas répondu. En fait, il
avait disparu du chantier sans que je m'en rende compte. Ah oui, donc t'as commencé dans le dur. Dans le dur, ouais. Il m'avait pas répondu à ma question, en fait. Donc, il était parti. Et si tu veux, c'était un 33 mètres carrés. Et le chantier a duré au total quasiment 1 an. Parce que maintenant, tu vois, 30 mètres carrés, ça me prend 1 mois et demi. Et bref, donc c'était la galère. J'ai dû trouver un autre entrepreneur, etc. Et malgré tout, malgré les difficultés, je voulais être un peu maso. Parce qu'en fait, j'avais bien aimé l'expérience. Ce qui me marque, c'est qu'il y a beaucoup de gens sur la résidence principale qui vont pas avoir le mindset de se dire j'ai envie de faire de l'argent tout bêtement. Et toi, dès le début, tu te disais la résidence principale, c'est un levier. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup ce débat, surtout je trouve à Paris, avec le fait de est-ce que vaut mieux investir d'abord dans un appartement et faire du rendement avant d'acheter sa résidence principale, ou est-ce qu'il vaut mieux faire un coup en résidence principale? Je trouve que c'est un peu le débat qui cristallise beaucoup. Moi, personnellement, je suis à fond dans la résidence principale. Je veux dire, en France, il n'y a pas beaucoup d'opérations qu'on peut faire sans payer d'impôts. J'ai un peu envie d'en profiter et je me dis que s'il y a bien un moment où on peut ne pas payer d'impôts, il faut y aller. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est vrai qu'il y a un débat sur est-ce qu'il vaut mieux acheter sa résidence principale ou faire de l'investissement locatif. Mais en fait, il n'y a pas de réponse toute faite. En fait, tout dépend de chaque situation. Et au moins, l'avantage avec la résidence principale, voilà, tu achètes et ensuite tu as la possibilité de faire une plus-value quand tu revends plus tard et sans taxe. Et je suis d'accord avec toi. Quand tu as une opportunité de faire une opération nette de taxes, nette d'impôts, il faut y aller. Il ne faut pas s'en priver. Il n'y a pas de stratégie meilleure que l'autre. Il y a juste des stratégies différentes. C'est des cartes différentes. Bah, à chacun de choisir quelle carte il a envie de mettre en avant à l'instant T. Ouais, carrément, je suis d'accord. Et donc, une fois Ouais. que tu avais... Donc, première expérience, premier investissement, catastrophe avec l'entreprise de travaux, le chantier qui dure, qui traîne. Mais malgré tout, j'avais quand même aimé l'expérience. Je m'étais prise au jeu, j'aimais le fait de rénover. Et puis, j'avais acheté vraiment un taudis. C'était un appartement loi 48. Pour ceux qui connaissent pas, la loi 48, en fait, c'est une loi de 48 qui vraiment plafonnait les loyers à un niveau mais extrêmement bas. Et ce qui fait qu'avec les années, les propriétaires de ce type de biens, en fait, n'avaient même pas les moyens de les entretenir parce que les loyers étaient tellement dérisoires. Et puis, sur plusieurs années, en fait, ils étaient à peine... Ils même sont pas... encore plafonnés, du coup? Oui, Je connais pas bien. oui, c'est ça. Du coup, En au gros, moment où t'achètes là sur une loi 48. oui, mais c'était vide. Enfin, le locataire était parti, en fait. C'était Ok. une personne âgée qui était. Et du coup, les propriétaires ont revendu l'appartement vide. Mais en tout cas, il avait été loué depuis 48. En l'état, il était vraiment dans son D'accord. jus. Il n'y avait pas de douche. Vraiment, il était horrible. Bref. Et je me suis prise au jeu. J'ai aimé les travaux. J'ai aimé tout le process, en fait, de rénover un bien. Et j'ai eu envie de renouveler l'opération. Mais pour répondre à ta question de comment, du coup, je me suis je suis prise au jeu, en fait, c'est que après cet achat, bon, j'ai continué à travailler. Puis ensuite, j'ai voulu changer. Bon, c'est une longue histoire, mais j'ai voulu explorer différents domaines parce que je savais que j'étais très heureuse comme avocate d'affaires, mais je sentais que j'étais pas dans mon axe. Il me manquait quelque chose. Et ce premier investissement, même s'il s'était mal passé, me faisait quand même réaliser que j'aimais quand même la pierre. Il y avait quelque chose à creuser là-dedans. Donc j'ai exploré différents domaines. Je suis partie à Londres pour devenir journaliste. Pareil. Ben, ça m'intéresse parce que Ouais. vu que tu crées du contenu en ligne et que c'est un sujet que je vais aborder, Mm. je pense que c'est pas pour rien que tu crées du contenu, cette Absolument. passion un peu pour le journalisme, etc. Ça raccroche un peu les wagons, je trouve. Parle-moi un peu de... Ouais, exactement. Donc à l'époque, en fait, je sentais, j'ai toujours été intéressée par le journalisme, j'ai toujours voulu partager mes idées, contribuer à diffuser de la valeur, des idées, etc. Et à l'époque, donc je te disais, avocat d'affaires, j'étais bien, j'étais heureuse, j'étais bien, mais je sentais que j'étais pas dans mon axe. Donc je m'étais dit, allez, c'est parti, je vais explorer, je vais aller chercher ma voie. Donc je m'étais dit, les journalismes, ça a toujours été dans le fond de ma tête, j'y vais. Je suis jeune, c'est le moment, j'y vais. Et j'avais trouvé un job à Londres, longue histoire. J'avais trouvé ça et je m'étais dit, allez, c'est parti, je lâche tout et je pars à Londres. Et là, donc je deviens journaliste financier à Londres. Et là, c'était vraiment tout l'inverse de ce que j'avais en tête. Cette expérience a été un cauchemar. Vraiment. C'est comme si, tu vois, tu prends une expérience et qui appuie sur tous tes boutons, vraiment tout ce qui va pas. Et vraiment, c'était absolument horrible. Tout ce que je déteste, tu vois. Par exemple, moi, j'aime bien, et ce que j'aimais bien quand j'étais avocate, c'est d'apporter des solutions. J'aime apporter des solutions, résoudre des problèmes, rendre les gens heureux. Voilà. Quand j'étais journaliste dans ce job-là, je rendais personne heureux, en fait. Je résolvais pas de problème. Au contraire, je prenais des informations que j'étais pas censée avoir. Et qu'est-ce qui t'a déplu? Parce que moi, je viens de l'univers des médias aussi, Ouais. énormément. J'ai un média aussi à côté. Qu'est-ce qui t'a déplu là dans l'univers du journalisme? Ouais, il y a beaucoup de choses à dire. Ce qui m'a déplu dans cette expérience de journalisme, c'est déjà le fait d'être salarié. Comment dire, dans une boîte, d'être vraiment 9h, 17h, d'être dans une boîte. Moi, j'ai besoin de liberté. Contradictoire, parce que quand t'es journaliste, au contraire, t'es libre. Mais moi, en tout cas, après, c'est peut-être juste ce job-là, très certainement, parce que là, tu vois, désormais, je crée du contenu et j'adore ça. J'adore créer de la valeur, j'adore apporter des choses. Mais en tout cas, dans ce job-là, voilà, ça n'allait pas. Donc, j'étais enfermée entre 9h et 17h. Enfin, je devais trouver des informations que je n'étais pas censée avoir auprès de professionnels de la finance. Et donc, j'aimais pas d'être dans cette position, etc. Bref, donc, ce job-là, échec total. Et ensuite, au bout de 6 mois, 8 mois, je m'étais dit, mais j'avais tellement touché le fond. Je m'étais dit, ok, mais qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie? Et aussi, je gagnais pas beaucoup, en fait. J'avais un
salaire ridicule vis-à-vis de mes compétences. Enfin, vraiment, pour moi, c'était du gâchis parce que je savais tout en financement dans mon métier et puis je gagnais pas bien ma vie. C'est plutôt Bref, un métier passion, ouais. journaliste, finalement. Bah oui, Genre, finalement, ils sont malheureusement pas très très bien payés souvent. pour ce qu'ils font, ouais, bah oui, puisque Donc, ouais. bah, après, tu fais du journalisme moderne finalement aujourd'hui. Exactement, c'est ça. Et je vais revenir sur un truc avant de te laisser continuer. C'est que je vois que tu as parlé de liberté. Tu as dit que le pain point, c'était vraiment les horaires 9h, 18h, etc. Mm. Quel lien tu fais entre l'immobilier et la liberté, justement? Alors, en fait, l'immobilier consiste à créer des systèmes qui fonctionnent sans toi. C'est-à-dire que tu fais le travail au début, tu cherches le bien, tu cherches le financement, tu fais les travaux, tu mets tout en place. Et une fois que la machine est en place, elle tourne. Tu mets un gestionnaire et elle tourne. Et du coup, c'est ça qui te donne la liberté, parce que tu as mis en place un système qui fonctionne sans toi. Et cette liberté, chacun en fait ce qu'il veut. Moi, pour ma part, cette liberté, elle me permet déjà de me sentir en sécurité. Maintenant, je sais que quoi qu'il arrive dans la vie, j'ai bon filet de sécurité et avec des revenus récurrents, et ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir faire absolument tout ce que je veux et de me consacrer à ma passion. Donc, tu fais le lien liberté-sécurité Ouais. aussi. Moi, c'est la sécurité. Et finalement, tu dis quand le système est en place, ça tourne. Il y a des auditeurs qui pourraient nous dire, finalement, si on est une société, ça peut être la même chose. L'immobilier, c'est quand même plus simple. C'est plus long que le business, mais c'est plus simple. Vraiment, le process est plus simple. D'abord, tu cherches un bien, tu cherches le financement, tu cherches l'entreprise de travaux, tu fais les travaux, et ensuite tu cherches les locataires, tu mets un gestionnaire, et l'histoire est finie. Et il n'y a pas de salarié à gérer, Il n'y surtout. a pas de salarié à gérer. Et ça On tourne. est d'accord. Ça tourne, ouais. Ok, Et, intéressant. et juste du coup, pour revenir du coup à comment j'ai je me suis plongée dans l'immobilier, du coup, cette expérience de journalisme, vraiment cata. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Donc, je suis partie, j'avais pas beaucoup d'argent à ce moment-là. Je me suis dit, allez, j'avais peut-être 300 euros. Je me suis dit, allez, je pars m'isoler un week-end toute seule. Allez, Barcelone, je vais trouver des billets pas chers. Je suis partie toute seule à Barcelone, vraiment pour prendre le temps de la réflexion. Et c'est là, en découvrant l'architecture de Gaudi, en découvrant l'incroyable architecture de Gaudi, que là, je me suis dit, ok, j'ai compris ce que je devais faire de ma vie. Je vais rentrer à Paris et je vais bâtir mon empire immobilier. Ok, bâtir ton empire, alors ça veut dire quoi pour toi? T'as un objectif de nombre de lots en tête? Le fait de créer un écosystème autour d'un thème, moi en l'occurrence l'immobilier, Mm. et que tu nourris, que tu fais grandir et qui apporte de la valeur. Donc pour moi, l'empire immobilier, pour moi, en tout cas, et surtout je voulais bâtir mon empire à Paris. Pourquoi Paris? Ce que je t'ai pas dit aussi, pourquoi Paris? C'est que en fait mon père est arrivé en France dans les années 60. Il est arrivé d'Algérie, il est arrivé en 63. Et quand on était jeune, il nous disait à l'époque, à Paris, les appartements coûtaient absolument rien, mais rien. Il nous disait que les chambres de bonne, en tout cas que ses propriétaires souvent lui proposaient de lui vendre des chambres de bonne pour 5 000 euros. Je sais pas si tu te rends compte, en fait, 5 000 euros. Ok, c'est vrai qu'à l'époque, ça représentait quand même beaucoup plus, mais quand même, proportionnellement, c'était quand même beaucoup plus abordable que maintenant. Et puis surtout, je voyais en fait que les prix faisaient qu'on montait, et puis j'avais regardé comme ça les courbes des prix des années 60 jusqu'à aujourd'hui, et tu vois qu'en fait, les prix font que augmenter. Donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi Paris, d'abord parce que j'aime Paris, donc je suis parisienne, je suis née à Paris, j'adore Paris. C'est une ville-monde, le monde rêve de Paris. Quand tu parles de Paris aux étrangers, mais ils ont des étoiles dans les yeux. C'est vrai qu'on a une ville extraordinaire, et je sais qu'à terme, c'est une ville qui fera que évoluer. Donc j'avais envie en fait de placer mes billes le plus tôt possible. Et donc toi, du coup, tu crois au fait que dans les années à venir, les gens vont continuer de se concentrer dans ces mégapoles, puisque du coup, tu mises, toi, sur ce point. Ouais. Moi, je mise plutôt sur le fait que les gens vont reculer, et je pense plutôt que le mode de vie de la mégapole n'est pas idéal pour les humains qui passent 2 heures dans les transports tous les jours pour aller travailler, etc. Moi, je trouve ça horrible. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est très intéressant. J'ai la même réflexion que toi. Dans un monde où le digital remplace le monde réel, aujourd'hui, tu as une réunion, il n'y a plus aucun intérêt de se déplacer, tout se fait dans le digital. C'est vrai qu'on peut être tenté de se dire que demain, tout le monde vivra à la campagne dans sa maison, fera des réunions avec des versions 3D de ses interlocuteurs. Mais l'humain a un besoin fondamental de lien social. On a besoin d'humain, on a besoin de se voir. Et je pense qu'on aura toujours besoin de se voir. Et je pense qu'il y a 2 types de personnalités. Il y a ceux qui préfèrent, sans doute comme toi, il y a ceux qui préfèrent être bien, avoir de l'espace, être dans un bon cadre. Et c'est vrai que c'est hyper agréable. Moi, chaque fois que je m'éloigne de Paris, genre de voir l'horizon, l'herbe, du vert, des arbres, c'est juste extraordinaire. Mais de l'autre côté, moi, je suis une urbaine et j'ai besoin d'être au centre. J'ai besoin de descendre de chez moi et d'être facilement, de pouvoir aller voir les gens, de pouvoir aller faire du shopping. Je plaisante. Mais juste, j'ai besoin en fait d'être dans le centre, d'être à proximité. Peut-être cette idée de centre, je crois qu'elle te drive aussi Oui, sur les zones géographiques que tu cibles, etc. c'est Paris, vrai. raconte-nous un petit Exactement. peu. Je pense que nos investissements reflètent notre personnalité. Clairement. Moi, je suis urbaine. J'ai un
profil international. J'ai beaucoup vécu à l'étranger. Les étrangers, j'aime l'émulation qu'on a quand on échange avec des gens qui viennent d'ailleurs. Donc, je suis urbaine. Donc, pour moi, je conçois l'investissement. Enfin, ma stratégie d'investissement est axée sur la ville, le côté international. Et c'est pour ça que du coup, maintenant, je fais mes appartements, tu vois, à Paris. Je les ai faits de manière à pouvoir accueillir des gens qui sont de passage à Paris, des étrangers qui viennent, qui ont besoin de confort et qui viennent qui viennent poser leurs valises et qui puissent profiter du coup de leur séjour à Paris. D'accord, il y a cette idée aussi du coup de ville touristique. Je Et parle pas de tourisme, je parle Ok. vraiment de nomade, tu vois. J'ai beaucoup bougé. J'ai fait mes études dans plusieurs pays, j'ai travaillé dans plusieurs pays, et là encore à l'avenir, je sais que j'aurai envie de partir vivre dans plusieurs pays. Et du coup, mes appartements, je les conçois comme des lieux de transition pour des personnes, soit des digital nomades, mais c'est plutôt des gens qui viennent à Paris pour des études ou pour le travail, pour une durée limitée. Ok, donc tu as quand même une thèse un peu en termes d'usage des biens que tu cibles. Ah oui, je fais mes appartements pour des personnes qui ont besoin de confort et de luxe, qui viennent à Paris pour une durée limitée, pour le travail, les études, voilà. Donc pas le tourisme, je suis pas dans le tourisme. Mais en tout cas, j'ai conçu mes appartements, j'ai conçu ma stratégie pour des personnes urbaines et qui veulent être bien pendant leur séjour. D'accord, donc du coup plutôt du meublé, je suppose. Ah, que du meublé. Ok, Ouais. que du meublé. Et donc là, encore une fois, ça reflète un peu peut-être aussi le style de vie que toi tu vas avoir, parce que je crois que tu voyages, t'aimes bien te poser un peu à différents endroits Ouais, dans le monde. exactement. Donc encore une fois, tu essayes de t'adresser plutôt à des personnes qui te ressemblent. Oui, ouais, c'est ça. Je pense Ok. qu'on s'adresse toujours à des personnes qui nous ressemblent, ou en tout Ouais, cas. c'est intéressant comme Ouais. vision parce que je pense que quand on est un immopreneur, on se demande. Moi, je vois beaucoup de gens qui recherchent un peu tout, qui passent beaucoup de temps à regarder des annonces. Ils savent pas vraiment finalement s'ils veulent faire de la colocation, du LMNP, du nu, de la rénov, de la construction. Ils savent pas trop. Toi, tu as quand même une thèse bien précise. Moi, c'est les urbains qui veulent qui veulent être dans des grandes villes, voir du monde, être dans quelque chose de plutôt luxueux. Et du coup, tu fais quelque chose qui te reflète. C'est hyper intéressant pour ceux qui nous regardent. Peut-être ça peut être un bon point de départ de se dire finalement, je vais regarder comment moi j'aime vivre et les biens que j'aime. Je vais essayer d'investir dans cette typologie de biens et d'essayer de reproduire ça et d'attirer à moi des personnes qui me ressemblent. Je pense que c'est une vision hyper intéressante de comment on peut faire un business immobilier. Ouais, alors c'est très intéressant, mais en fait, ça n'a pas été facile pour moi de définir ma cible et de m'y tenir. Je m'explique. Parce que instinctivement, j'ai voulu investir à Paris et je l'ai fait pendant plusieurs années toute seule. Ensuite, quand j'ai commencé à rencontrer d'autres investisseurs, à partir de 2018, là où j'ai rejoint des réseaux, etc., c'est là que je me suis rendu compte que j'étais un extraterrestre. Tout le monde achetait immeubles de rapport, tout le monde faisait LCD, enfin d'autres business plus rentables. Comme je connaissais pas, je m'étais pas formée, je faisais tout toute seule. Je voyais tout le monde être clair, partir sur des stratégies de rendement. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce que je fais en fait? J'achète des trucs, j'ai pas de rendement, parce qu'il y a toute une stratégie après pour avoir du rendement. Non, en fait, c'est complètement différent, parce qu'on table sur la revente, etc. Oui. Bref. Ok. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Et puis quand j'ai acheté mon quatrième appartement à Paris, au moment où tout le monde achetait immeuble de rapport, etc., faisait de l'immobilier de rendement, je me disais, mais est-ce que vraiment j'ai besoin d'un quatrième appartement à Paris? Je me mettais en doute. Et c'est hyper difficile quand on démarre dans l'immobilier de définir ce qu'on veut. Je trouve ça super dur. C'est bon, je fais du luxe à Paris, c'est voilà ma cible. On a l'impression que ça a toujours été clair dans ma tête, mais c'est faux. J'ai mis du temps vraiment Ok. à cibler ce que je voulais. Et tu me disais que c'est vrai que ça peut être pas mal pour trouver sa cible, de se dire voilà le type de locataire que je veux, etc. Mais oui et non, parce qu'en fait, il y a tellement de critères pour définir sa stratégie. Parce que moi, je suis une personne très dans l'empathie, etc. J'ai envie que mes locataires se sentent bien. Mais tu as d'autres investisseurs qui sont juste basés sur les chiffres. Et peu importe, et c'est OK. Mon compagnon, en tout cas, par exemple, lui, il est comme ça. Il regarde, voilà, investissement, il y a les chiffres, c'est 12%. Peu importe qui est à l'intérieur, c'est bon. Il voit ça vraiment comme un pur investissement financier. Ok. Donc, je pense qu'il y a deux catégories d'investisseurs. Ceux qui regardent que les chiffres et ceux qui voient leurs investissements comme un projet vraiment entrepreneurial. Parce que quand tu as de l'immobilier, c'est ta responsabilité, quoi. C'est toi. Et moi, je me sentais pas à l'aise avec l'idée d'avoir juste des immeubles juste de rendement qui sont pas rénovés, etc. Donc, je pense que c'est toute une question de C'est intéressant. personnalité. Ouais. Mais je te rejoins pas mal parce que moi j'ai testé beaucoup de choses et finalement je reviens un peu comme toi sur des choses qui me correspondent et que j'aime. Moi je suis plutôt banlieue parisienne, côté Yvelines et finalement je suis en train de construire là une maison à coller pour ma résidence principale et c'est ce que je veux proposer aussi
comme type d'investissement aux immopreneurs. Donc je pense qu'on revient au fur et à mesure qu'on avance, ouais, on revient sur des choses qui nous plaisent. Non, c'est intéressant. Là, tu me parles du coup de gérer pas mal de biens. Est-ce que tu penses que il y a une limite de biens que tu pourrais gérer seul? Comment tu fais, toi? Ah Tu ouais. les mets en gestion ou tu les gères toi-même? Alors, quand on démarre l'immobilier, on a envie de tout faire et on a envie de gérer, ses biens. Je trouve que pour démarrer, quand tu fais le premier, le deuxième, c'est bien parce que avant de déléguer, il faut savoir ce que tu délègues et personnellement, de mon expérience, jusqu'à 3 biens, quand j'avais 3 appartements, je gérais toute seule, ça allait. Ça allait, ça me prenait pas beaucoup de temps, ça allait. Mais à partir du quatrième, là, ça commence à devenir ingérable et là, maintenant, j'en ai à peu près une vingtaine. Enfin, à Paris, au total, j'ai investi dans plus d'une dizaine d'appartements. Mais après, j'en ai revendu, j'achète, je revends, là, par exemple, hier soir, j'ai fait une offre, dans un nouvel appartement dans le 8e qui vient d'être accepté, là, à l'instant, avant qu'on commence. Donc ça fluctue Ok. régulièrement. Donc là, à Paris, donc au total une dizaine. Et j'ai un immeuble aussi en Île-de-France où j'ai 6 lots. Ça me fait là, actuellement, peut-être moins d'une vingtaine. C'est rien par rapport à d'autres personnes qui comptent en nombre de lots, etc. Mais en fait, je vois, par exemple, mon compagnon, lui, il a énormément de lots, parce que c'est des lots plus petits. Parce que moi, j'ai peu de lots, mais avec des gros loyers. Je préfère Ok. ça, au moins, je me casse pas la tête. Voilà, ça Ouais. rentre. Je préfère rentrer 2 000 € d'un coup que 500 €. Et du coup, oui, c'est énormément de travail. Donc, pour moi, à partir du quatrième, il faut déléguer. À partir D'accord. du troisième, il faut Troisième. déléguer. Et surtout, quand on est immopreneur, on est investisseur et entrepreneur. Et quand on est entrepreneur, il est indispensable de savoir déléguer parce qu'on a tellement de choses à faire. Il est indispensable de savoir déléguer pour se consacrer aux tâches à valeur ajoutée. Et la gestion n'est pas une tâche à valeur ajoutée. On n'agrandit pas son parc en allant chercher des locataires et en faisant un état des lieux d'entrée ou de sortie. Ok, donc toi, tu es plutôt dans le style de faire gérer à, je sais pas, une agence ou plutôt tu montes ton équipe ou comment tu... Parce Alors, qu'il y a plein de façons de ouais, c'est vrai. faire gérer. C'est vrai qu'il y a plein de façons de faire gérer. La façon la plus classique et la plus traditionnelle, c'est de confier ses biens à une agence. Sauf que d'expérience, en général, les agences, en tout cas, et même ce que j'entends autour de moi, bah, elles sont pas forcément aussi diligentes que toi t'aimerais. Donc moi, personnellement, j'ai pris une gestionnaire, une indépendante. Elle me fait tout, elle est géniale. Et j'ai un mode d'exploitation un petit peu hybride où c'est du luxe, etc. Mm. Enfin, la manière dont je trouve mes clients, parce que pour moi, c'est des clients, c'est pas des locataires, elle est un peu plus compliquée que juste tu mets une annonce et puis bah, t'attends que les gens Mm. t'appellent. Donc je dois la former, je la forme, mais elle est très bien. Ok, donc tu es plus à travailler avec Une personne. ouais, une indépendante. etc. Moi, je pense que je serais beaucoup plus Mmh. aussi sur ce truc-là. Je gère encore moi-même. Ah ouais. J'ai une assistante qui m'assiste sur toutes mes boîtes. Je pense pas que j'irai en agence, que j'ai déjà commencé à faire un peu mes calculs. C'est vrai qu'ils sont plutôt sur des pourcentages. Ouais. Moi, j'ai une règle. J'aime pas payer des gens au pourcentage. Je Ah ouais? considère que c'est pas forcément efficace. Moi, j'aime bien quand on me dit, bah, pour gérer tel sujet, je vais en avoir pour 5 heures par semaine. Et voilà, je te facture de manière cohérente ces heures par rapport au boulot qu'il y a à faire. Et j'ai l'impression que quand on fait ça, et c'est pas qu'une impression, on fait quand même des économies et on en a plus pour notre argent. Parce que le pourcentage, finalement, imaginons que, je sais pas, notre locataire dans un bien, il change que une fois tous les 7 ans, finalement, et qu'il n'y ait pas vraiment de gestion courante, bah, on va nous prendre de l'argent et finalement, on n'aura pas de feuilles d'heure qui vont justifier ce pourcentage. Donc moi, personnellement, j'aime pas payer au pourcentage. Je préfère largement payer quelqu'un en freelance, par exemple, et de me dire, bah, quitte à payer plus cher, si pendant un mois, il y a beaucoup de travail, elle me facture ses heures. Et si il y a moins de travail pendant 6 mois, bah, là, je paye pas des Ouais. pourcentages, quoi. Ouais. Ouais, je comprends. Le Mais toi, plus c'est un peu ouais. la même logique, finalement, C'est pareil. C'est dans les ouais. faits. Enfin, ce que j'aime le moins, c'est, tu vois, quand, tu as une rotation et le fait que, bah, l'agence prenne des frais, sur le 1er mois de loyer et cetera. Enfin, Ouais, ok, pour faire l'état des lieux ouais. aussi, ces genres de choses qui prennent pas forcément du temps, mais qu'on va nous facturer assez Exactement. cher, quoi. Ouais. Bah, après, c'est vrai que c'est du temps quand même, mais ouais. Ok, intéressant. Si tu pouvais posséder un seul bien immobilier et que tu avais argent illimité, t'achèterais quoi? Tu m'as parlé de Barcelone, là. Ouais. Parfois, on me dit un château, parfois, on me dit, je sais pas, une énorme ferme. Est-ce que tu as des idées Ah comme non, ça? oui, j'ai une idée, ouais. Ouais. Donc si je devais posséder un seul bien immobilier avec budget illimité, Ouais. ce serait un palace à Paris. Ok, intéressant. Donc, hôtellerie, du coup. Oui. J'ai déjà pensé aussi, Ouais. l'hôtellerie, ça se rapproche beaucoup du côté entrepreneuriat, Mmh. immobilier, etc. Ouais. Donc, un hôtel, un Un gros hôtel, hôtel, un palace. un Un palace, palace carrément. et moi je me Ok. garderais du coup un penthouse pour y vivre à l'année et puis, le reste, voilà, en hôtellerie. Bon, bah, rendez-vous dans 10 ans, Dans alors, 10 ans. Mmh. pour, Rendez-vous dans 10 ans. pour dormir dans ton palace. Super. Est-ce qu'il y a une transaction que tu regrettes vraiment de ne pas avoir fait, une grosse opportunité?
tu te dis mince, je l'aurais fait autrement, je l'aurais peut-être eu. Est-ce qu'il y a comme ça quelque chose, tu as l'impression vraiment qui t'est passé sous le nez avec le temps et tu te dis dommage. Non, parce qu'à Non, chaque fois tu y vas. non. Quand tu as une bonne opportunité, tu es Ouais, rapide. Et... ouais. J'ai vu que tu étais assez rapide. Tu prépares, je vois sur Insta, tu prépares tes offres, etc. Ouais. Donc, t'es pas du genre à louper les opportunités, j'ai l'impression. Non, C'est non. pour Mais ça que après, cette question, elle est... hier, bon, c'était la première fois que je faisais une offre avant de visiter le bien, mais c'est parce Ok. que j'ai l'habitude en fait. C'est que je sais, dans mon secteur, il y a très peu de petites surfaces et quand il y en a, elles sont très chères. Et là, c'était un prix incroyable. Et puis, on parlera après du coup de ma manière de chercher des bonnes affaires. Mais en fait, du coup, j'ai une méthode. Bah, vas-y si tu Ouais. veux. En Vas-y. fait, j'ai une méthode de recherche qui me permet de détecter immédiatement à l'instant T les bonnes affaires. Concrètement, ce que je fais, c'est que, en fait, je cherche pas. D'abord, je mets des alertes. Je mets des alertes quand je m'intéresse à un secteur. Là, en l'occurrence, par exemple, le 8e arrondissement, le Triangle d'Or. Je mets des alertes et puis je reçois dans mes mails, comme je suis toute la journée sur ordi, sur mes mails, j'y reçois, hop, je regarde, tac, ok, poubelle. Je regarde, je regarde, je regarde. À chaque alerte, je regarde, poubelle. Et ça me permet, du coup, de manière passive, d'apprendre à connaître mon marché. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, je redéfinis mes critères de recherche avec des prix. Du coup, je mets mes prix moins chers, je mets mes critères. Et ce qui fait que je reçois beaucoup moins d'alertes. Et donc, le peu d'alertes que je reçois sont à des prix, à des très bons prix. Et en général, les biens à très bon prix, en général, ils sont vraiment, c'est des taudis, enfin, c'est des biens de second rang, enfin, vraiment des biens de très mauvaise qualité. Et donc, pareil, au quotidien, tac, je reçois le mail, poubelle, etc. Et ce qui fait que le jour où je reçois une alerte d'un bien qui a l'air correct, je dis bien qui a l'air correct, c'est que c'est une bonne affaire. Ok, ouais. Tout ton process, il est. Je fais un peu pareil quand je suis en recherche hardcore, vraiment. Donc finalement, notre métier, c'est pas de. Beaucoup de gens pourraient penser qu'on scrolle des annonces comme ça des heures. Moi, je suis aussi dans le fait de segmenter, de traiter que de l'email en fait. Mais par contre, ça peut quand même prendre du temps parce que parfois, on peut en recevoir beaucoup. Non, toi, du coup, tu as réussi à trouver Oui, le bon équilibre en- entre eux. Parce qu'il y a toujours cet équilibre à trouver. oui, Si on reçoit trop peu d'emails, on peut louper des choses. ouais, Si on en reçoit trop, exactement. Alors, c'est ingérable. très très bon point. Alors tu vois là par exemple, donc là je fais du luxe à Paris et j'avais défini mes critères, bah voilà les bons quartiers du premier au 8e, du premier arrondissement au 8e. Mais si tu veux la fourchette de prix c'est tellement énorme qu'effectivement je recevais tellement de mails que ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai fini par restreindre juste un ou deux arrondissements et voilà. Et parfois juste ça m'arrive comme ça des matins où je me dis bon ben ça fait longtemps que j'ai pas acheté, allez j'ai envie de faire une bonne affaire. Du coup j'ouvre mon logiciel Casapulse dont je te parlais et j'y vais, je regarde, tu regardes tu peux trier déjà c'est un agrégateur d'annonces. Donc, j'ai pas à chercher le bon coin, se loger, etc. J'ai une source, je trie, prix au mètre carré, etc. Et j'ai très, très souvent trouvé d'excellentes affaires, en fait, comme ça, en triant et en prenant directement, en faisant le tri par ordre croissant, prix croissant. Et là, bah, c'est comme ça que je trouve mes affaires. Ouais, pareil. Les logiciels comme ça, en fait, c'est des outils par abonnement ou qui vont aller ce qu'on appelle scraper les sites d'annonces, c'est-à-dire les scanner en temps réel, toute la journée. Et en fait, on définit des critères. Alors, par exemple, je veux que le bien il soit dans telle zone géographique, plutôt telle surface, plutôt tel prix au mètre carré. On peut même rajouter des fois des mots-clés. Moi, à l'époque, je cherchais beaucoup dans les Yvelines comble, aménageable. On peut chercher aussi gros travaux. Typiquement, moi, je regarde aussi beaucoup gros travaux. Et une fois qu'on a défini tous ces critères, bah, on reçoit des mails tous les jours. Donc, le job après, c'est d'aller visiter finalement Ouais. et de trier ces emails. Et ça, c'est quand même vraiment, je pense, la meilleure façon de faire pour être efficace dans sa recherche. Donc, ça, je le conseille à tout le monde. En plus, Sonia, elle vient de vous dévoiler son outil. Donc, testez. Il y en a plein d'autres. Il y en a beaucoup. Il y a l'e-box qui est très bien, il y a Ok. Castorus. Ouais, Tout ok. est en fonction de chacun. Les interfaces sont différentes, c'est à chacun de choisir l'interface qu'il préfère. C'est ça. Souvent, c'est pas très cher. Ouais. C'est quelques dizaines d'euros par mois. Donc, c'est assez accessible et ça vaut le coup. Donc, ça, je vous conseille. Sonia, si l'immobilier n'existait pas, t'investirais dans quoi? Si l'immobilier n'existait pas, dans quoi j'investirais? Ce serait très difficile parce qu'il n'y a que l'immobilier qui te permet de bénéficier de l'effet de levier. Aujourd'hui, les banques, quel autre type d'actif te permet d'emprunter de l'argent en toute simplicité et de te faire rembourser du coup les mensualités par un tiers? Il n'y en a pas énormément. Après, c'est le rachat d'entreprise, mais c'est plus technique. Mais en tout cas, s'il n'y avait pas l'immobilier, je me lancerais, et je ne parle pas qu'au conditionnel, il y a aussi du futur, je me lancerais plutôt dans la mode. Ouais, je lancerais Ok. une marque de prêt-à-porter. Ah, intéressant. Mm. Donc, toujours côté entrepreneur. Donc, Ouais, toi, tu fais toujours. vraiment le lien entre Ouais. l'immobilier et l'entrepreneuriat. Ah, c'est intéressant. Ce que tu me dis là sur les banques, moi, je l'ai découvert vraiment sur le tas, puisque quand j'ai commencé l'entrepreneuriat il y a 10 ans, j'avais des très bons business en ligne. J'étais en avance sur notamment les réseaux sociaux. J'étais un des premiers sur Facebook. J'avais plein d'opportunités de racheter des sites internet. Je te dis, par exemple, à 50 000 euros que je pouvais booster en apportant de l'audience et en fait générer 50 000
000 euros dès l'année suivante et pouvoir potentiellement le revendre 50 000 euros un an après. Donc en fait, faire des x2 assez facilement sur plein de business. J'avais plein d'opportunités de rachat que je pouvais valoriser. J'étais vraiment en avance sur les méthodes. Et j'allais voir les banques. Les banques comprenaient absolument pas ce que je faisais et voulaient pas me prêter de l'argent pour investir. Et moi, évidemment, je démarrais. Même si j'étais sur les bonnes techniques, je pouvais pas saisir plusieurs opportunités dans une même année. Et à ce moment-là, ce qui m'avait choqué, c'est que sur le digital, j'étais super en avant. Je pouvais faire des énormes coups. Elles me prêtaient pas. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais aller les voir pour faire de l'immobilier. Et sur l'immobilier, j'avais aucune compétence, aucune connaissance. J'étais vraiment nul au début quand je commençais, forcément. Et elles m'ont tout de suite prêté. Bah, ça se justifiait pas vraiment. Et en fait, moi, j'étais surpris. Je me suis dit, mais tiens, mais en fait, finalement, les banques, elles te prêtent pas en fonction du potentiel de ton business. Elles te prêtent plutôt en fonction de la typologie de ce que tu vas acheter avec le prêt. Et c'est là que je me suis rendu compte que, effectivement, l'immobilier, c'était hyper intéressant pour faire levier. D'un côté, je trouve ça bien. De l'autre côté, je trouve ça dommage. Parce que finalement, je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs de talent qui pourraient monter des plus grosses boîtes dans le digital, mais finalement, ils vont aller vers l'immobilier. Parce que, comme tu le dis, moi aussi, je partage beaucoup cette vision. C'est plus facile, honnêtement, de faire beaucoup d'argent dans l'immo. Quand on fait une start-up, on est souvent dépendant des GAFA, on est souvent dépendant de gros partenaires. Pour un oui ou pour un non, on peut assez vite se retrouver sans cash ou avec une boîte qui tourne pas bien. Alors que dans l'immo, c'est beaucoup plus linéaire, on a des rendements qui sont croissants. En plus, du coup, en France, quand on a plusieurs biens, on peut se mettre caution personnelle et donc capitaliser vraiment sur ces biens pour aller faire levier et réemprunter. Quand on a une boîte dans le digital, je sais pas, qui fait 1 million de chiffre d'affaires, on peut pas dire je cautionne ces 1 million et je rachète une boîte à 500 000 euros par exemple et prêtez-moi 500 000 euros parce que vous avez la garantie de ma boîte à 1 million. La banque elle va te dire ouais mais ta boîte à 1 million en fait du jour au lendemain Facebook il change une règle et en fait tu gagnes zéro, ce qui est vrai. Et donc ça je trouve ça dommage et je pense que c'est un peu pour ça que Macron a mis ce plafond là d'1,3 million sur la fortune immobilière pour un peu empêcher justement je pense les talents de faire que de l'immo. Je suis pas persuadé que ça marche. Est-ce que c'est un truc que tu regardes d'ailleurs toi ce plafond là parce que tu dois commencer à te poser la question là avec le nombre de biens que tu as, non? Oui, non, j'ai 4 fois, 5 fois, le Ok. plafond, donc je suis très loin. En fait, il faut savoir ce que le 1,3 million, c'est un montant net de dette. Donc à partir du Oui, moment c'est où tu ça. as de l'endettement, donc juste pour ceux qui savent pas, donc en France, on paie l'impôt sur la fortune immobilière quand on est propriétaire de biens immobiliers dont la valeur totale, est supérieure à 1,3 million. Mais ce montant est net. Et le but d'un investisseur, c'est d'utiliser l'effet de levier de la dette pour acquérir des biens immobiliers. Donc, tant que tu as de la dette, il se passe rien. Et sinon, quand tu te rapproches du coup de ce seuil, en fait, tu as plein de solutions. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur comment éviter l'IFI. Tu as plein de solutions. Ah, Tu peux acheter des biens professionnels, tu vois, comme toi, ce que tu fais, d'acheter des bureaux, etc. ça rentre pas du coup Non, le bureau? non, les biens professionnels, Parce que moi, je sont trouve qu'il y a exclus. peu d'infos sur Oui. ce truc. Mm. J'en cherche souvent. J'ai l'impression que je suis pas loin, mais je sais pas vraiment. Il y en a d'autres qui me disent que je suis très loin. C'est un sujet que tu maîtrises bien, De toi? 1,3 million. Ouais. Ah oui, c'est simple en fait. Enfin, tu ne dois pas avoir de dette. C'est vraiment ce que tu as C'est vraiment commencé à c'est rembourser. l'endettement. Ouais. Exactement. Donc, si tu as 1,3 million de biens immobiliers sans dette ou que tu as fini de rembourser, mais en fait, tu stagnes, tu es dans une situation de stagnation. Donc, il faut faire quelque Mhm. chose, il faut s'activer pour changer de stratégie, pour acheter autre chose, vendre, etc. Et puis surtout, tu vois ce que je te disais, si tu achètes des biens immobiliers professionnels, ils sont exclus Ça, de l'assiette ok, intéressant. d'imposition. Si tu es LMP également, et c'est facile de devenir LMP à force, ces biens sont également exclus. Tu as d'autres stratégies. Et même, imaginons que tu as remboursé une grande partie de ta dette et que tu arrives à une valeur d'1,3 million net de dette, ben juste tu revends, tu pars sur d'autres projets, etc. Le parcours d'un investisseur qui réussit est jalonné de ventes et d'achats. Donc tu peux pas rester comme ça avec des biens immobiliers comme ça statiques sans que tu fasses rien sur ton parc. Ok, c'est intéressant. Tu me parlais du statut LMP là, du coup Ouais. toi tu fais du meublé, tu connais bien. Mm. Explique-nous un peu comment ça fonctionne pour passer de LMNP à LMP. Ça, je pense que ça intéresse beaucoup. Ouais, c'est simple. En fait, le meilleur régime fiscal quand on fait de l'investissement immobilier est le régime LMNP. En nom propre, j'étais en nom propre, tu fais du meublé, tu déduis toutes tes charges, tu amortis le bâti, la valeur du bâti sur 20 ans, 25 ans. Et ce qui fait que, en principe, tu n'es pas imposable pour à peu près une durée entre 8 et 10 ans, selon ta rentabilité. Bon, ça peut être avant si tu es très très rentable, mais c'est très long. Et tu deviens LMP à partir du moment où tes revenus issus de la location meublée sont supérieurs à 23 000 euros annuels et qu'ils sont supérieurs à l'ensemble des revenus du foyer fiscal. Ok. Les revenus du foyer fiscal, de ton foyer fiscal est de 50 000 euros, et qu'en LMP, tu fais 60 000 euros, en location meublée, tu fais 60 000 euros, tu deviens LMP. D'accord. Mais après, Intéressant ça pour tous ceux qui veulent se lancer sur oui. la location meublée. Je partage ton point de vue, c'est une des meilleures niches. Moi, j'appelle ça un peu niche fiscale parce que Oui. c'est Ah, bah, c'est une lié à la fiscale. fiscalité. Ouais.
T'as pas peur que ça bouge le EMP? On en parle souvent. Ton avis là-dessus? Tous les ans, on entend que le gouvernement veut remettre en question la niche fiscale de l'investissement immobilier dû à l'MNP. Ils l'ont quand même fait sur le Pinel là, parce que moi c'est un Oui, sujet, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. oui, mais Ça pourrait arriver. le marché de l'immobilier en France, comment dire plutôt, ce sont des particuliers qui fournissent des biens locatifs en France. Mmh. L'immense majorité, j'ai plus les statistiques en face, mais déjà, regarde l'état du marché locatif actuel. Il est bloqué entre DPE, encadrement des loyers et tout ça, la protection, surprotection des locataires. En fait, aujourd'hui, les propriétaires n'ont plus envie de mettre en location leurs biens immobiliers. Clairement. Ils préfèrent, moi je connais beaucoup d'investisseurs qui préfèrent payer une taxe sur les logements vacants plutôt que de se casser la tête à mettre en location, de risquer des impayés, de loyers avec des locataires qui sont surprotégés, etc. Si en plus on vient supprimer les avantages fiscaux de l'investissement locatif, mais en fait c'est fini. Moi personnellement j'investis plus en fait, c'est plus la peine. Et aucun investisseur ne continuera à continuer d'investir si on perd tous les avantages fiscaux. Parce que c'est du travail. C'est marrant parce qu'en France, bon c'est un peu une mentalité en France, mais on perçoit les propriétaires comme des profiteurs qui gagnent de l'argent sur le dos des locataires. Mais en fait juste on fournit un service. En fait je comprends pas cette vision. Enfin les propriétaires fournissent un service et c'est normal de payer pour un service. Ouais, clairement. Et puis, Donc, pour aller dans ton sens, là, je lisais il y a pas longtemps là, sur le baromètre de Bien Ici mm, que le nombre de logements à la location, je crois, sur mm. Paris, il a baissé de 20% là, en Si c'est pas l'espace de... 50, c'est Énorme. énorme. C'est énorme. Et donc, en fait, il y a beaucoup maintenant de propriétaires qui revendent plutôt que Mm. de louer. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de biens à la Ouais, location, finalement. T'en ouais. penses quoi, toi, de ce ratio? Est-ce que tu as vu évoluer, toi, vraiment l'offre sur la location dans les secteurs que tu traites? Oui, ouais. En fait, le blocage que rencontre le marché locatif actuel est dû à différents facteurs, à plusieurs facteurs. Le premier est dû au blocage en fait sur les ventes, les transactions. Les taux ont augmenté, t'as plus de transactions. Donc les locataires n'achètent plus, donc ils restent locataires, donc tu as moins de rotation sur le parc locatif. Mhm. Et un autre élément aussi, qu'on le veuille ou non, c'est l'impact de la réglementation sur le DPE, et aussi la protection des locataires. Il y a une espèce de lassitude qui fait qu'aujourd'hui, tu as moins de personnes qui ont envie d'acheter pour investir, parce que c'est beaucoup de cassement de tête au final quand on voit toute la réglementation. Ouais, c'est clair. Et comment tu le vois, cette évolution un peu là, du marché IMO dans les années à venir, là, si on doit faire un peu de prospective pour l'année prochaine, par exemple? En tout cas, moi, pour mon marché, qui est le marché parisien, je pense qu'il y aura encore moins d'offres de location. Et après, moi, personnellement, je suis sortie du marché, en fait. Moi, je fais vraiment du luxe maintenant. Je Ok. m'adresse aux personnes qui veulent vivre confortablement, qui trouvent ça normal de payer le prix pour avoir un appartement luxueux. Là, c'est intéressant parce que j'ai beaucoup aussi cette idée d'être contre-intuitif et de pas du tout faire les mêmes biens que les autres sur Internet. J'ai toujours essayé de faire vraiment l'inverse de tout le monde, d'être vraiment ce qu'on appelle en marketing la vache pourpre, vraiment l'élément un peu perturbateur et d'être très très niché. Et ça, je pense, Mm. c'est un bon conseil. Donc, toi, en fait, de par ta stratégie de niche, finalement, tu te dis, moi, les évolutions du marché, je m'en fous, je suis sur le luxe et les gens qui ont de l'argent, ils en auront toujours. Et tu le vois, en fait, la dichotomie en fait, entre le marché du luxe et le reste. En ce moment, sur le marché de la vente, là, depuis 2 3 ans, en fait, l'immobilier de luxe ne connaît pas la crise. Tu as toujours autant de transactions. Et surtout, à Paris, on a un véritable déficit de logements luxueux. Tout recommencer de zéro, là, aujourd'hui, en 2023, pour ceux qui débutent en tant qu'immopreneur. Tirer sur quoi? Tu ciblerais un bien de quelle taille, etc. C'est pour permettre à ceux qui nous regardent de voir un petit peu ce que ferait Sonia en Mm. 2023 si elle démarrait. Chaque investisseur est différent. Mon conseil pour tous les immopreneurs qui souhaitent se lancer en 2023, c'est d'abord la première chose vraiment de se former. Moi, j'ai fait l'erreur de ne pas me former. Mais il n'y avait rien à mon époque. En 2010, on ne connaissait pas, quoi. On n'avait pas accès à l'information comme c'est le cas aujourd'hui. Et la deuxième, c'est vraiment de se demander vraiment qu'est-ce que je veux, sur quel type de bien je veux partir, parce qu'il y a tellement de possibilités en immobilier, tellement, que vraiment il faut s'écouter et choisir une stratégie et se lancer. Moi, si je devais tout recommencer en 2023, tout recommencer de zéro, je ferais de l'immobilier de luxe directement. Et c'est marrant parce que déjà, il y a 10 ans, j'avais déjà cette idée de créer une chaîne d'appart-hôtels, en fait, quelque part. Une chaîne d'appartements luxueux, confortables, où on peut venir, s'installer et travailler tranquillement. C'est pas compliqué pour quelqu'un qui démarre et qui peut pas forcément s'endetter, non, de faire de l'immobilier de luxe, ou c'est plutôt une question d'aménagement et ça peut se gérer finalement, c'est juste une question de vouloir prendre cet axe. Alors, c'est très intéressant la question que tu me poses parce que, en fait, en immobilier, pour réussir, il faut
impérativement se délester de toute croyance limitante. Donc se dire oui, c'est difficile de faire de l'immobilier de luxe ou c'est difficile de faire de l'immobilier parce que j'ai pas l'argent, etc. Non, tout ça, c'est faux. Quand on veut, on peut. Et il y a toujours des possibilités. Et quand on est investisseur immobilier, on doit toujours aller chercher la solution. C'est-à-dire, je veux atteindre un objectif. Il n'y a pas de croyance limite, il n'y a pas de croyance, il n'y a pas de frein, il n'y a rien. C'est comment je vais faire pour atteindre mon objectif. Et pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'immobilier de luxe aujourd'hui, moi, je pars sur des projets entre 300 et 400 000 euros. Mais pour quelqu'un qui a un budget plus petit, 150 000 euros, mais il y a des tonnes de chambres de bonne à Paris à moins de 150 000 euros. Mais il y en a des tonnes. Et on peut très bien démarrer par petit, commencer par exemple une chambre de bonne de 9 mètres carrés, même avec toilette sur WC, mais du coup rajouter un sani-broyeur, etc. Il y a des tonnes de possibilités. Donc déjà, là, il faut toujours garder cet esprit ouvert de se dire tout est possible, qu'est-ce que je peux faire pour y arriver? Et surtout en gardant en tête que, en fait, l'immobilier, c'est surtout l'immobilier fonctionne par l'effet de boule de neige. Donc, si vous avez un petit budget, vous démarrez petit, puis ensuite vous revendez, etc. Et puis petit à petit, vous allez grandir comme ça. Ouais, c'est ça. C'est souvent, j'en entends qui me disent ouais, mais moi, je suis bloqué avec mes 30% d'endettement. Et moi, je comprends jamais ce truc. Je me dis, bah, tu revends, je sais pas, ton bien, il vaut 200 000, tu le revends, tu en retrouves un, je sais pas, à 70 000, tu fais 50 000 euros de travaux, tu te gardes un petit peu de trésor, et en le valorisant, tu essaies de le revendre 300, et quand tu l'auras revendu 300, bah, pareil, tu fais petites opérations par petites opérations. Et c'est sûr, qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui disent ça? Alors, aux personnes qui se disent ah ben, ça y est, j'ai atteint 35% d'endettement, je peux plus investir, etc. Je dirais vraiment qu'en tant qu'investisseur, si vous voulez réussir, vous devez garder un esprit ouvert. Il y a des solutions. À chaque obstacle que vous rencontrez, à chaque problème que vous rencontrez, vous devez vous dire qu'est-ce que je peux faire pour atteindre mon objectif? Qu'est-ce que je peux faire? Donc là, quand vous avez atteint votre taux d'endettement 35%, vous ne devez pas vous dire bon, c'est trop tard, c'est fini, ma banque ne veut pas me suivre, ou je suis allé voir une autre banque, elle m'a dit non. Non. Il faut continuer. Il faut continuer. Et surtout qu'il y a des solutions. En fait, il faut partir du principe, quand on se lance en immobilier, qu'en fait, on ne connaît rien. Désolé, on ne connaît rien. Moi, quand j'ai démarré, mais je ne savais même pas ce que c'était un rendement, les taux, enfin, mais je ne connaissais rien. Et puis c'est quand tu avances que là, tu te rends compte qu'il y a des solutions partout. Par exemple, pour ceux qui ont atteint leur taux d'endettement de 35%, eh bien, l'une des solutions, tu l'as dit, l'une des solutions, c'est de vendre, se désendetter, sortir de la plus-value et repartir sur d'autres choses. Moi, je l'ai fait plein de fois. Et l'autre solution, c'est de se tourner vers des banques d'affaires. Aujourd'hui, tu as plein de banques d'affaires, et même des banques classiques, qui financent des SCI, qui ne tiennent pas compte du taux d'endettement de la SCI. Et puis ensuite, bah, tu continues comme ça. Voilà. Ouais, ce que je recommande, moi, d'aller sur de la SCI, parce que, en fait, quand on fait l'opération en SCI, la banque nous considère vraiment comme un entrepreneur, comme une entreprise. Et donc, finalement, on n'est plus soumis à ces endettements. On est en train de proposer à la banque un projet d'entreprise, qui plus est sur des actifs immobiliers, donc peu risqués pour les banques, puisque l'immobilier, contrairement au digital, on peut saisir, revendre. Bon, ça coûtera un peu d'argent à la banque, elle va peut-être perdre un peu d'argent, mais pas des sommes énormes. Et là, la banque, elle va vous prêter sur un projet d'entreprise, comme si on faisait une levée de fonds finalement. Après, en SCI, des fois, quand je l'ai fait il y a quelques années, la différence que j'avais, c'était qu'on me prêtait que sur 15 ans. Oui. Alors qu'en perso, on me prêtait sur 20 ans. J'ai cru entendre là récemment que maintenant en SCI, on peut monter à 20, voire 25. Oui, tout est possible. En fait, j'ai cru comprendre que ça bougeait. Donc, En fait, tout est possible. Vraiment, tout est possible. Et bon, sur les SCI, de manière générale, en fait, tout dépend des banques. Il y a des banques qui tiennent compte de l'endettement, d'autres qui n'en tiennent pas compte. Certaines qui vous disent, bah non, on fait que 20 ans. Et puis au final, quand vous recevez l'offre, moi, ça m'est arrivé plein de fois. Puis finalement, je reçois l'offre, je vois du 25 ans. On me dit qu'il faut mettre 30% d'apport. Je reçois l'offre, je vois plus que 5%. Ouais. Enfin, vraiment, tout est possible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, le financement est accessible. Il n'y a jamais eu autant de liquidités sur le marché. Et quand on est investisseur, on doit garder un esprit ouvert. C'est indispensable. Sinon, en fait, on s'arrête tout de suite. Et c'est intéressant là ce que tu me disais sur les banques. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en fait, chaque banque, elle a une cible précise. Soit la personne qui a entre 20 et 30 ans, qui travaille dans le digit, soit la personne qui est plutôt dans une profession libérale, soit un investisseur récidiviste qui veut monter en puissance. Et chaque banque, elle va du coup cibler des profils complètement différents et on peut très bien essuyer 5 refus dans 5 banques et en avoir une qui veut absolument nous avoir parce qu'on coche vraiment ces cases. Et ça, il faut bien comprendre que les banques, c'est comme des entreprises, elles n'ont pas toutes les mêmes règles, elles ont chacune leur stratégie et donc à vous de vous renseigner et de savoir quelle banque est intéressée par votre profil. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai commencé avec le CIC, ils soutiennent quand même les entrepreneurs. Enfin, moi, je me suis senti soutenu et j'ai jamais été bloqué. Ça a été plutôt fluide à chaque fois que j'ai eu besoin. Et donc, j'ai pas eu besoin de faire beaucoup de recherches. Pour le coup, je suis tombé assez vite sur la bonne banque. Après, généralement, déjà, aller voir sa banque chez qui on est depuis toujours, si on fait pas de découvert
et qu'on gère bien son argent, qu'on a des rentrées régulières et que la banque voit qu'on est quelqu'un, qu'on gère un bon père de famille, généralement, ça peut passer. À voir si cette banque chez qui on est depuis toujours est sur les bons taux. Parce que là, c'est pareil. En fonction du profil, les banques, elles vont pas proposer le même taux. Il faut savoir qu'il y en a beaucoup. Sur 10% des dossiers, tu as déjà dû entendre ça, sur 10% des dossiers, elles peuvent complètement s'écarter de ces règles d'endettement. Moi, j'ai l'impression d'avoir tout le temps été dans ces 10% parce que Aussi. plein de fois, je sais pas si j'avais les bons revenus. Je trouve que mon patrimoine, il n'était pas encore assez important pour qu'on me prête des sommes pareilles. Et je trouve que finalement, rentrer dans ces 10%, c'est... C'est 20% d'exception. Et toi, tu as l'impression d'être dans ces Ah, je sais pas une exceptions? impression, c'est on me l'a dit, oui. Oui, Ok, oui, oui, oui. d'accord. Mm. Ouais, on le voit bien On que... le voit, Ouais. et aussi, je crois qu'une conseillère me l'avait dit, mais Intéressant. On va essayer de parler un petit peu d'autres sujets, puisque ici, moi, j'aime bien inviter des personnes qui prennent la parole sur Internet. On a vu que tu avais une expérience et un attrait pour le journalisme. Je sais que tu crées du contenu en ligne. Pour ceux qui ne suivent pas Sonia, allez la voir sur Instagram notamment. Enfin, moi, c'est là que je te suis surtout. Il y a beaucoup de valeur, je trouve, dans tes reels, dans tes stories. Tu montres beaucoup de choses. Je trouve que c'est assez pratique. Comment tu organises tout ça au quotidien? Ça fait combien de temps que tu prends la parole sur le sujet immobilier? Raconte-moi. ça fait à peu près, oui, on va dire 2, 3 mois que je partage mon quotidien d'investisseur. Et j'ai eu envie de le faire parce que le parcours d'investisseur est un parcours très solitaire. Surtout moi, ces dernières années, j'ai beaucoup, beaucoup acheté, revendu, etc. Et j'avais envie de partager tout ça. Et surtout, maintenant, ça fait 10 ans que je fais de l'investissement. Et c'est un parcours qui est seul, hein, même si mon compagnon fait de l'investissement, mais on a des stratégies totalement différentes, donc chacun fait tout de son côté. Et j'avais juste envie de partager, donc j'ai commencé à partager mon quotidien, etc. J'ai envie de partager de la valeur. Et surtout, à travers mon contenu, j'ai envie d'inspirer et d'encourager les gens à s'accomplir, à réaliser leurs rêves. On a tous envie de faire des choses, etc. Mais on a tous des barrières. Et moi, ça a été tellement un parcours difficile, en fait, de m'extraire de ma profession d'avocat pour ensuite me trouver devenir immopreneur. C'était un parcours qui n'a pas été facile, qui a été long, qui a été tout un processus. Et maintenant, j'ai réussi. Je me suis extrait du coup d'une profession que j'aimais, mais qui n'était pas vraiment mon axe, en fait. Et je suis tellement épanouie dans ce que je fais aujourd'hui. J'aime tellement ce que je fais que j'ai vraiment envie que tout le monde trouve sa voie et soit heureux et s'épanouisse dans ce qu'il fait. Et ça, tu penses que du coup, l'immoprenariat, ça peut être une vraie solution pour beaucoup de gens? Oui, parce qu'en fait, l'immobilier apporte une liberté dont on a besoin impérativement pour se réaliser, peu importe le projet. Moi, il se trouve que moi, j'aime l'immobilier vraiment profondément, c'est ma passion. Il y en a d'autres qui aiment autre chose, etc. Mais l'immobilier, bien fait, l'immobilier permet d'accéder à une liberté qui ensuite permet de réaliser tous ces projets, tout ce qu'on a envie de faire. Alors, tu sais qu'ici, on est dans le podcast Les leviers de la liberté. Donc, je vais te poser cette question. C'est quoi pour toi la liberté? La liberté, pour moi, d'avoir un sentiment de sécurité et qui te donne ensuite la possibilité et la sérénité de faire absolument tout ce que tu veux, avec qui tu veux et où tu veux. C'est toi, donc, du coup, tu peux gérer tes biens à distance. Absolument. Je suppose qu'il y a quand même des limites puisque tu dois quand même les visiter, les biens, quand tu Oui. les achètes. Ça, je Ouais. pense que c'est la limite qu'on a. Et quand il y a des travaux, tu me disais au début, j'étais pas forcément assez dans le suivi sur ma première opération, etc. À quelle fréquence, du coup, tu suis ces travaux et du coup, à quelle fréquence tu as besoin quand même d'être sur Paris pour gérer tes affaires? Alors, le travail, il se fait au début. Il se fait lors de la recherche du bien, la recherche du financement, les travaux. Mais une fois que le bien est rénové, meublé, là, c'est fini. On met un gestionnaire et là, le travail est fini. Après, par contre, il y a de la gestion. C'est vrai que ça prend du temps et là, je me rends compte, surtout que il y a toujours un problème. Là, par exemple, tu vois, ça fait 1 mois que j'ai un appartement vide parce que le ballon a sauté. J'ai ma gestionnaire qui est très bien, elle a géré les travaux, etc. Le plombier est venu, mais là, nouveau ballon, c'est tout moche. Enfin, tout est moche. Enfin, ça va pas du tout. Je peux pas laisser ça comme ça. Donc, il y a quand même, j'ai un autre appartement, il y a eu une fuite. Donc, c'est vrai que je dois, là, ce soir, je vais y aller. Il y a de la gestion. En fait, je pense qu'il faut juste bien s'organiser. Je pense que pour bien gérer le parc, pour que le parc soit bien, il faut faire un tour, peut-être une fois par an, d'entretien, en fait, pour l'entretien. Parce que même si tu délègues, les gens, c'est pas leur bien, c'est pas chez eux. Moi, j'ai retrouvé plein de fois, malgré le fait que j'ai une bonne gestionnaire, elle est super, elle est géniale. Il y a quand même des choses qu'elle voit pas. Que toi, quand c'est ton bien, il y a que toi qui vois. Tu me disais qu'à l'époque, quand tu as commencé, il n'y avait pas vraiment de contenu. Olivier Seban, tu parlais. Moi aussi, ça doit être le seul nom que j'ai en tête quand j'ai commencé. Du coup, cette volonté de partager du contenu, est-ce que tu considères qu'il n'y en a pas suffisamment ou que toutes les infos ne sont pas sur la table, que c'est pas suffisamment accessible? C'est quoi ta vision aujourd'hui des créateurs de contenu sur la partie mot? Parce qu'il y en a quand même plus de monde. Oui. On a tous un peu notre niche, on a tous un peu notre technique. Aujourd'hui, le contenu est quand même abondant. Qu'est-ce que tu en penses de cette offre de contenu et comment toi tu comptes apporter de la nouveauté sur ce secteur? Oui, il y a beaucoup d'immopreneurs, il y a beaucoup d'infopreneurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu déjà en immobilier. Mais moi, j'ai envisagé mon contenu comme vraiment un moyen d'inspirer les femmes et les hommes, donc pas que les femmes, donc les femmes et les hommes, vraiment à s'accomplir et se réaliser. Il se trouve que dans mon cas,
Et dans la plupart des cas, l'immobilier est le meilleur moyen d'accéder à la liberté dont on a besoin pour s'accomplir. Moi, je suis carrément d'accord. Je pense que toute France devrait essayer d'aller chercher, d'être au taquet des 1,3 million de Ouais, patrimoine immobilier. Moi, ouais. je pense aussi que c'est clairement le moyen le plus simple. Pour avoir eu en plus des vrais beaux business digitaux qui tournaient bien, etc. Le problème, c'est que j'ai souvent été dépendant des GAFA. Quand Mm. la mise à jour a sauté, je croyais que j'étais libre, je voyageais, et puis hop, la mise à jour, elle saute. T'as besoin de revenir au charbon, revenir en France, etc. C'est un très beau moyen de s'accomplir. Mais t'es pas mal dans le mindset aussi, je remarque. Oui, en réalité, l'immobilier est un support. Moi, pour moi, ce que je veux vraiment partager, c'est vraiment, encore une fois, d'inspirer les femmes et les hommes à se réaliser, à s'affranchir de toutes les contraintes que la société peut nous mettre et qui peuvent nous freiner, en fait. Ça, c'est un Donc, point commun, je trouve, entre tous les entrepreneurs. Moi, j'ai ce problème, des fois, je me dis, ah, arrête, on trouve ça fou le nombre de gens un peu qui subissent leur quotidien, alors que la plupart du temps, ils sont très intelligents et ils pourraient largement faire des opérations immobilières très rentables. Et souvent, moi, c'est un truc qui m'offre. Pourquoi ils y vont pas? Parce que finalement, il y a tellement à gagner quand on voit ce qu'on peut construire comme patrimoine en 10 ans, voyager, avoir du temps pour sa famille, ses amis. Ouais, comment on crée un contenu suffisamment pertinent ou inspirationnel, finalement, ils puissent saisir aussi ces opportunités. moi, je partage mon parcours. Mon parcours a été jalonné de tentatives de trouver vraiment mon axe, de trouver ma voie. Pour moi, ça a été extrêmement difficile de sortir en fait de mon conditionnement. J'étais avocate d'affaires, j'ai fait beaucoup d'études, j'ai passé le barreau de Paris, le barreau de Londres, j'ai fait beaucoup d'efforts pour devenir avocate. Et même si je serai toujours avocate, je veux dire, je serai toujours juriste, ce sera toujours en moi, je suis surtout et avant tout entrepreneur. Et le passage, moi, de juriste à entrepreneur a été tout un travail mental en fait, parce que c'est pas forcément évident de passer, surtout le droit, on est très très rigide. Quand tu fais du droit, voilà, t'es juriste, t'es avocat. Si tu fais autre chose, t'es nul. C'est comme ça. Chez nous, c'est comme ça. J'ai dû faire un véritable travail sur moi pour trouver ma véritable voie, pour retrouver ma véritable vocation. Enfin, il y a énormément de personnes qui sentent qu'elles ne sont pas sur leur axe. Et je veux vraiment inspirer toutes ces personnes et leur dire que c'est possible. En fait, je veux les aider à briser les barrières qui les empêchent de se trouver et de se réaliser. Du coup, ton produit, quand tu le sortiras, ça sera quand même, je pense, du coup, il y aura une partie mindset. Complètement. Donc là, je suis sur la rédaction d'un livre. Je suis en train d'écrire un livre, du coup, pour expliquer. Combien de temps tu es dessus, là, sur le livre? Ça fait 2 mois. Ah, Mm. intéressant. Donc la sortie est prévue pour début janvier. D'accord, tu t'es donné une Je me suis deadline. donné une deadline, bah oui, sinon on n'avance pas. Moi, je considère qu'après l'immobilier, le plus gros des leviers, c'est le 21e siècle, c'est le média. Oui. Je pense que tu l'as compris puisque Mm. tu mises énormément sur le média et je pense que ça fait partie intégrante de ta stratégie. Tu nous as parlé du livre. Tu nous prépares quoi d'autre sur la partie média? Est-ce que tu as des next steps aussi en tête? Là, tu as fait le Reels. Ouais. Donc la stratégie Reels, je trouve que tu es plutôt bien avancé, des beaux contenus, tu as de la régularité, c'est top. Du coup, tu passes dans des podcasts, tu prévois ton livre. C'est ton temps parce que finalement, le modèle immopreneur, ça peut être plus que d'être simplement du coup entrepreneur dans l'immobilier. Ça peut être aussi documenté en ligne et en même temps aller chercher le levier du média parce que finalement quand on est passionné par les effets de levier, moi c'est mon cas, pourquoi se contenter d'un seul effet de levier si nos opérations immobilières et ce qu'on vit peut en même temps nous faire le levier en le racontant? Est-ce que tu penses que ça peut être un modèle et qu'est-ce que tu nous prépares? Donc je suis devenue entrepreneur et j'ai très vite compris qu'aujourd'hui, quand tu as une entreprise, quand tu es entrepreneur, si tu n'es pas en ligne, si tu n'es pas visible en ligne, tu n'existes pas. Donc je me suis surtout lancée déjà pour moi, pour montrer au monde qui je suis devenue, ce que j'ai réussi à réaliser et montrer au monde que c'est possible, que tout est possible, que quand on a des objectifs et qu'on apprend à briser toutes les barrières qu'on peut rencontrer dans son parcours, on arrive à atteindre ses objectifs. Et ensuite, sur la suite de ce qui va venir, écoute, il y a le livre. Là, pour l'instant, je n'apporte que de la valeur. Et puis, je verrai. Là, je commence à recevoir des sollicitations, des personnes qui me disent qu'elles ont besoin d'accompagnement, qu'elles ont besoin de conseils, etc. C'est bien. Donc j'écoute. Pour l'instant, j'écoute juste ce qu'on me demande. Et puis, je vais réfléchir à mettre en place, du coup, effectivement, une offre pour offrir en fait ce qu'on me demande. Je pense que c'est la bonne stratégie. Hier, je regardais une vidéo de Hormozy, je sais pas si tu connais, Ouais. et qui disait justement le bon moment de monter une offre, c'est quand les gens viennent te Exactement. demander de monter une offre. En fait, j'ai décidé d'écrire mon livre parce que déjà, je fais pas du tout ça pour l'argent. Et puis, c'est pas avec un livre qu'on gagne de l'argent. C'est vraiment surtout pour mettre sur papier tout ce que j'ai appris et tout le parcours que j'ai. Tout mon parcours et l'expliquer, le mettre sur un livre. Et voilà, c'est là tous les secrets de la réussite, en tout cas de ce qui m'a fait réaliser mes objectifs, sera sur papier, sera dans un livre. C'est pas cher et c'est accessible. Exactement. Personne pourra dire que C'est ça. l'info n'était pas là.
Et exactement. Et puis je le fais surtout, en fait, en réalité, je le fais surtout pour moi, parce qu'au moins, voilà, ça fait 10 ans que je fais de l'immobilier. Voilà, tout est là. Voici comment j'ai fait. Voici la méthode. J'encourage toute personne à faire de même si elle a envie. Super. On va passer sur la dernière question. C'est quoi pour toi être riche? Puisqu'il y a cette notion d'argent qui est très présente dans l'immobilier. Donc, dis-moi un peu ce que c'est. Pour moi, être riche, d'abord, c'est d'être en bonne santé. C'est d'être entouré de proches qui nous aiment. C'est d'être là où on a envie d'être, avec qui on veut, et de faire absolument ce qu'on veut, en fait, d'apporter la valeur que l'on souhaite. Ouais, c'est ça la richesse pour moi. Bah, super. Bah, merci Sonia de nous avoir partagé tout ton parcours. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci de m'avoir invité, Thibaut. Et puis pour ceux qui nous regardent, bah, rendez-vous à la semaine prochaine pour découvrir un autre immopreneur de génie. À bientôt.